Regarde. Waouh. On est gras. Est-ce qu'il y a des gens Alors, moi aussi, je l'ai lancé. en direct? Pourquoi on est jaune? On est jaune. Non, non, c'est parce que j'ai mis le système. Ah, parce que j'ai mis le système de filtre pour, tu sais, pour pouvoir dormir. Bon. Il a mis un système Night parce que shift. chez moi, on est beau. Hein. Bon, on va considérer que Bah, on va dire aux le gens. repère, c'est studio. On va dire aux gens qu'on est à la fois... Ouais, on a tenté un à la fois Facebook et un à la fois Instagram. Coucou tout le monde qui arrivait déjà à 146 personnes sur Instagram. Et 18 sur Facebook. Ah bah ouais, mais là... Attends, sur Facebook. Je vais mettre mes petites lunettes. Il met ses petites lunettes. J'espère que vous allez bien. On a fait un système, je vous dis pas. Hein. Derrière, si vous regardez les... Une minute. Tu as rêvé une minute, tu as une minute. Avant que ça démarre. Tiens, d'ailleurs, on va pouvoir voir 571 sur Toi, t'as carrément la paire qui voit de loin et la paire qui voit de près. Non, ça c'est pour voir de moi, près. je vois rien du tout court. 31 sur Facebook et 663 sur mon Instagram parce que j'ai une communauté de la mort qui tue. Et beaucoup sont déjà morts. Joke. Facebook, Instagram, lol, coucou à tous les deux. Et là, alors oui, pour les Instagrammeurs, Bernard, on est aussi en direct sur sa page Facebook. Mais comme vous savez, moi, mon Facebook est moins nombreux parce que j'ai redémarré ce compte que je me suis fait pirater. Celui de Bernard, en revanche, ne l'a pas été. Donc voilà. Si, il a déjà été piraté. J'ai déjà perdu des milliers de... Voilà, c'est une forme de baptême de la technologie. Je pense que ça a dû arriver à beaucoup d'entre vous aussi. Oui, il y a beaucoup de gens qu'on connaît, effectivement. Eh ben, on est content d'être là, merci. Je suis contente que tu sois là. Jusqu'au bout, tu pensais que j'allais dans le non, jusqu'au bout, oui. Oui, ça aurait pu être juste une question, on va faire combien de temps, tu penses? On fait une petite heure. Il a gardé 18h03, si t'es OK. En général, c'est une petite heure. Parce alors j'ai dit à mes Instagrammeurs, followers, ce que tu veux, qu'ils pouvaient poser toutes les questions sur la réincarnation, puisque quand même, c'est un peu le thème, puisque je savais que tu l'aurais pas pris. Alors, on va le mettre derrière aussi, à côté du tien. Exactement. Ben voilà, parce que la valse des âmes est sortie le 25 septembre. Le 25 septembre. D'habitude, c'est toujours le premier. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je tâche un peu le tien et j'en suis. Alors franchement, Ouh, ben voilà. Et je dois te dire que tu m'as offert une pierre noire. Oui. Que je trouve géniale. Ah, c'est vrai. Et je veux savoir le nom que ça a, cette pierre. La Septeria. Eh bien, écoute. Et c'est... exactement. C'est vraiment mes... Bah là... C'est vraiment fragile. Non, moi je vais faire, la blonde qui tient le bouquin. Regarde, il y en a, elles ont gagné des fortunes à la téloche. Tu te rappelles du juste prix? Ouais. Et alors moi j'aurais vomi sur le tourniquet, je pense. Non, c'est juste prix. Si, c'est mon copain Eric Antoine qui fait ça. Quoi? Eric Antoine, il fait le juste prix. Et il le fait très bien. Mais sur quelle chaîne il fait ça? Ça doit être sur M6. Mais moi je vais être la blonde du tourniquet alors. Attends. Bon, moi déjà, je voulais dire que je kiffais la couverture, la première de couve et le dessin, que je trouve magnifique. Et puis, évidemment, dans les annales akashiques, que demander de plus? Alors, écoute, c'est marrant parce que j'avais longtemps entendu parler des annales akashiques, notamment par toi. Ouais. Et je me disais, ok, c'est quoi ce truc? Et quand j'ai questionné un peu les gens qui faisaient des stages sur les annales akashiques, tout ça, je me suis aperçu que les gens, en fait, pour eux, c'est une sorte d'endroit où on se connecte. Et on a des infos. Alors j'ai dit, c'est comme la radio, quoi. et vu que tu m'as parlé, je me suis dit, ok, il faudrait le visualiser et l'inventer. Ouais. Et vu que mon éditrice, Caroline Ripoll, m'a dit, sois le plus fantastique possible, je me suis dit, ok, je vais construire la bibliothèque des annales akashiques où se trouve... mais c'est une bibliothèque. Consigner tous les destins. Mais alors toi, tu le vois comment, les annales comme une grande bibliothèque. Tu visualises? Mais dans une autre vie, j'ai dû être bibliothécaire. Et tu sais, dans des annales akashiques, et en fait, je fouillais pour avoir tous les petits secrets de l'humanité. J'ai peut-être dû en divulguer 2-3. Du coup, je me retrouve sur Terre à essayer de déterrer les secrets par moi-même. Déjà, t'en découvres pas mal. Parce que tu m'en as révélé quelques-uns qui m'ont inspiré pour écrire le livre. Du coup, t'es dans les remerciements. Oui, c'est vrai, merci de ça. On a eu quelques discussions. Et je lui ai dit qu'il y avait un mot à ne jamais oublier dans ce livre. C'était l'amour, quand même. On a le choix entre l'amour et la peur.
Et finalement, tout se résume à ça. Mais les gens, quand ils ont peur, ils peuvent être très agressifs et ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'on n'est quand même pas sorti de la période peur. Non. Mais je pense que ça a démarré à la préhistoire. Nos ancêtres avaient peur de la foudre, des fauves, de la guerre, des maladies. Et ça a duré tellement de temps où ils ont grammé la peur, la peur, la peur. Maintenant, on leur dit, attendez, on va essayer autre chose. Il y a le temps, tu sais, c'est comme un gros bateau, le temps qui commence à dévier dans une autre direction. Et nous sommes la génération qui sommes en train d'assister à cette possibilité. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Anne, parce qu'on a compris, on va essayer de dévier le troupeau qui va vers la falaise. Et on était sur le bateau déjà ensemble. Hein. Ah oui, ça aussi. Sur le voilier. Ouais, c'était un beau moment. C'était un beau moment. Bon, on a dit qu'on répondait aux questions. Enfin, on n'a pas dit, on a suggéré. Bah alors là, il va falloir qu'on arrive à lire rapidement les. Bon, on a des cœurs, donc déjà c'est chouette. Merci d'être là sur ton Facebook alors aussi. Là, 158 contre 831. Oui, bah oui, mais à la fois moi j'ai fait l'annonce, toi pas. Oui, c'est vrai. Donc forcément, et je l'ai annoncé vite parce qu'on se demandait sur quel compte. Non, et alors attends, il faut préciser quand même que Anne est une spécialiste des réseaux. Je te suis. Et quand je vois comment tu t'y prends, je me dis, ok, il faut un jour que tu m'expliques. Et dans la pièce derrière, il y a ma fille, 18 balais. Crois-moi que de temps en temps, elle fait community manager et qu'elle m'aide. Hein. Ah bon. La tienne, elle est trop petite de fille pour faire community manager. En tout cas, c'est tout un savoir-faire. Ça a l'air évident, ça l'est pas du tout. Non, ça l'est pas du tout. D'ailleurs, 30 secondes avant que ça démarre, j'ai posé mon téléphone ici pour le truc. Ouais. N'importe comment d'ailleurs. C'est pas grave. Écoute, on est un peu en contre-plongée. J'ai l'impression d'avoir un double menton, mais tout va bien. Mais moi, par contre, c'est nickel. L'important, c'est le dialogue qu'on va avoir. Exactement. Alors, bonsoir d'Auvergne. Quand on est dans un parcours... Ah oui, parce que, attends, je vais essayer. Quand on est dans un parcours de flammes jumelles, est-ce la dernière réincarnation sur Terre? C'est une première bonne question pour toi, ça. Alors, d'abord, je mets une petite nuance entre âme sœur et flamme jumelle. Voilà, mais je pense et j'aimerais que tu expliques la différence. J'en pouvais prendre l'hiver d'été. Je pars du principe que l'âme sœur vient nous aider à apprendre et entreprendre, à expérimenter et à souffrir. Même dans l'amour, on peut éprouver de la souffrance, surtout dans l'amour d'ailleurs. La flamme jumelle, elle est notre double, elle est gémellaire à nous et elle vient dans les vies où il y a parfois des gros enjeux, des grosses épreuves. Elle n'a pas forcément, aucune des deux n'a vertu à l'amour, l'amour amoureux, l'amour romantique. Hein. Mais la flamme jumelle, elle vient dans les gros enjeux de vie, dans les gros défis pour nous suppléer, pour nous seconder, nous accompagner. Les âmes sœurs vont peut-être réussir à s'entendre, à grandir ensemble ou pas. Alors, moi je dois dire qu'en effet les âmes sœurs, mais pas les flammes jumelles, c'est le thème, peut-être ce sera pour un prochain, c'est le thème du livre. Et le principe est qu'il y a deux êtres qui à la préhistoire, il y a 120 000 ans, se sont rencontrés dans leur première vie et qu'ils se retrouvent vie après vie. Et chaque fois, ils n'y arrivent pas à se mettre ensemble parce qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent les empêcher d'avancer. Et je dois avouer, après avoir écrit le livre, j'ai compris que j'avais un peu une influence de la nuit des temps de Barjavel. Ah là 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 là. Et c'est des choses qu'on lit quand on est jeune. Ouais. Et je crois que tout écrivain est nourri par les livres qui l'ont influencé dans la jeunesse. Mais cette idée qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps et qui doit se réparer de nos jours, est la base de la valse des âmes. Mais moi, j'ai un peu compliqué la chose parce que c'est pas un coup dans le passé, un coup dans le présent, c'est des sauts, c'est-à-dire vie après vie, ils se retrouvent, et c'est chaque fois sur le point de se faire, et ça se fait pas. Et mon héroïne, qui s'appelle Eugénie Toledano, j'ai vu que t'en es là. Oui, je suis là, j'ai commencé ce week-end. Est-ce que t'as dépassé le truc sur les âmes sœurs? Pas encore. Si. Bah, j'y suis, hein. Si, alors je voudrais raconter les âmes sœurs, parce que j'ai retrouvé un texte qui n'est pas de moi, mais d'un garçon très sympathique qui s'appelle Platon, et qui a de l'avenir dans la littérature. Tu m'étonnes. J'ai envie de vous raconter ça, parce que c'est pas de moi. L'idée d'âme sœur est présentée dans le banquet écrit par Platon au IVe siècle avant notre ère. Aristophane, un des convives du fameux banquet, invité comme les autres à faire l'éloge de l'amour, propose le récit suivant. À l'origine, les êtres humains possédaient 4 bras, 4 jambes, 2 têtes et une seule âme.
Les paires étaient formés suivant 3 combinaisons possibles, homme-femme, homme-homme et femme-femme. Ces êtres humains étaient très forts, très rapides et très intelligents. Ils rivalisaient avec des gazelles à la course, étaient capables de combattre les lions. Ils n'étaient jamais seuls puisqu'ils avaient en permanence quelqu'un avec qui discuter, leur alter ego ou leur autre moi. La vie de ces humains était donc très agréable et avec le temps ils finirent par se sentir invincibles et même égaux des dieux de l'Olympe. Ils cessèrent donc d'aller dans les temples et de déposer des offrandes. C'est pas long, on approche de la fin. Ils décidèrent d'envahir l'Olympe pour en chasser les dieux et prendre leur place. Par dizaines de milliers, ils entreprirent de grimper la montagne telle une horde agressive. C'en fut trop pour Zeus, qui entra dans une colère spectaculaire, mais il ne voulait pas les tuer car ils étaient ces créatures, il les considérait comme ses enfants. Pour atténuer leur pouvoir de nuisance, il décida de couper les humains en 2, afin de les rendre 2 fois moins forts, 2 fois moins rapides et 2 fois moins intelligents. Chaque humain se retrouva alors avec une seule tête, ce qui doit être le cas de tous les gens qui nous regardent actuellement, 2 bras et 2 jambes. Oui, c'est parce que quelqu'un t'a appelé. Ouais, c'est tout ce qui fait que on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais je ne sais pas si tu as déjà eu cette sensation, tu t'es dit, il y a un truc qui me manque, mais je ne sais pas quoi. Mais peut-être toi, tu as trouvé ton âme sœur, dis donc. Si je peux me permettre. C'est ta fille. Oui. Attends, je parlais pas de ton chat. Ou mon chien, tu l'as pas vu encore, il n'est pas venu. Non, moi j'ai toujours. Compagnon. Oui. Je ne sais pas si on peut aborder ce sujet, mais. Alors, bon, si nous écoute d'ailleurs, je le salue. Bah non, du coup. Ça, nous ferons du off après. Tout ça va être coupé. Non, moi je pense qu'il me manquait ma part spirituelle. Une part de moi était restée quelque part. Et tu le situes où? Dans les sphères énergétiques et pas terrestres, en fait. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Vu que tu as commencé à faire la pub, je te propose que tu continues de tenir. Ah oui, parce que Éric Antoine, pour le juste prix, je postule. Hein. Et je voudrais parler de ceci, que j'ai vu naître. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on parle que de mes bouquins, même si on en parle d'incarnation aujourd'hui. Oui, mais c'est aussi, c'est lié. Et le point commun, c'est les signes. C'est-à-dire qu'il faut se poser quand même la question, comment ils font là-haut pour nous indiquer ce qu'il faut faire? Ils ont du boulot, crois-moi. Mais ils ont surtout beaucoup de patience. Mais ça, c'est un outil qui permet déjà de se connecter là-haut. Ça a un mode d'emploi un peu compliqué, mais quand même, une fois que tu as intégré... Exhaustif, exactement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Ouais, il y a 77 lames et il y a un bon gros livret. Ouais, exactement. Bah oui, mais quand on fait pas à moitié, en fait. Et les illustrations sont superbes. C'est qui? C'est ton ami qui avait fait ça? C'est une artiste que j'ai vraiment trouvée. Quand je dis trouvée, c'est qu'avec Albert Michel, on a cherché pendant des mois et des mois une illustratrice qui allait correspondre à mon univers, à ce que je voulais. Et en fait, il y a des illustratrices qui travaillent pour Albert Michel, etc. Je voulais une artiste, en fait. Je voulais vraiment quelqu'un qui ait sa patte, sa signature, et puis qui puisse aussi être un caméléon, parce que les artistes ont leur style, leur patte. Et là, je voulais qu'elle fasse mes inspi, et Alice, Lycéa, l'a très très bien fait. C'est une Alice, déjà, ça partait bien. Nous avons un point commun, Anne et moi, c'est qu'on essaie de comprendre en fait le sens de la vie. On utilise des chemins différents. Oui. Et moi, je n'ai pas d'autre prétention que d'être romancier, de raconter des histoires. Ah, c'est déjà pas mal. Et Anne a quand même des dons qui m'impressionnent. Moi, c'est plutôt ton écriture et ta persévérance. Je sais pas. Pugnacité et... Ah si. Moi, je me rappelle les fois où tu m'as dit « Bernard, donne-moi des conseils, j'y arriverai pas. » Et j'ai dit « Attends, tu rigoles, tu es ancienne prof de français, donc déjà, tu écris beaucoup mieux que moi. Et en plus, tu as toute la construction que t'offre ta connaissance d'au-dessus. » Oui, mais j'ai toujours eu l'outre-respect de mes pairs, en fait. Et donc, il faut sortir du carcan pédagogique pour s'autoriser à penser par soi-même. Et ouais, c'est difficile. Mais là, c'est bon. Mais là, c'est bon, je pense. Là, c'est bon. Bon, il faut qu'on réponde aux questions des gens. Il ne faut pas, on souhaite. Alors.
Merci pour vos gentils mots sur mon oracle et sur le fait que voilà, vous le trouvez intéressant. Et, oracle très puissant, je l'utilise avec parcimonie. Merci beaucoup Laurence. Ouais, j'ai essayé vraiment de mettre tout le powerful en l'occurrence. Hein. Voilà. Bonsoir, vous parlez de peur, que dire des peurs paralysantes comme celle des chiens en exemple? Ça c'est des phobies dont vous parlez. Non, voilà, c'est la valse des âmes, ça porte bien son nom. Non, c'est parce que chaque fois, ils vont redescendre. Bah oui, mais voilà, il valse. Non. Tu vois, il veut rester avec moi. Toi. Il veut rester avec moi. Bon. Oui, on parle des phobies, en fait. Hein. Je pense que dans les peurs paralysantes des chiens, c'est les phobies. Bah, il y a différentes... Oh là là. Il y a différentes sources. La première, ça peut être dans l'enfance, c'est un choc émotionnel lié à un chien. Mais en effet, parce qu'on est sur le thème des réincarnations, il peut y avoir aussi des réminiscences de l'âme. Si dans une vie passée relativement récente, je sais pas, vous êtes mort dans l'incendie d'une maison ou noyé, etc., eh bien, vous pouvez... L'âme peut garder, en fait, des prégnances et des souvenirs pratiquement... c'est même pas inconscient, c'est stocké dans notre mémoire akashique. Et les enfants, tu as des enfants... c'est assez passionnant, ça, je trouve, le témoignage des enfants. Et toi, tu soignes des gens qui ont des phobies et que tu arrives à... Alors, à défaut de soigner, par exemple, ce matin, j'étais en séance avec une femme que je connais très bien et qui, donc je suis la vie et pour lequel on fait un éclairage de vie, mais elle a aussi perdu ses 2 parents. Et là, elle va accéder à un poste très élevé dans un ministère que nous ne citerons pas, et elle a toujours du mal à trouver sa place, etc. Et elle me dit, Anne, est-ce qu'on peut aussi trouver une... Parce qu'elle a eu tous les diplômes, elle a passé tous les concours, enfin bref, c'est sa N+2 qui l'a proposée au poste, donc elle a vraiment été, entre guillemets, validée et adoubée, mais elle n'arrivait jamais à trouver sa place. Et ce matin, on a fait une séance justement de retour dans les vies passées, et dès que j'ai eu fermé les yeux, je l'ai vue en domestique, en gouvernante dans une maison, dans un manoir, un très beau château, etc., en train de récurer l'argenterie, en fait. Et tout de suite, j'ai compris que elle avait toujours côtoyé les univers nobles, bourgeois, luxueux, mais pas d'un point de vue de la noble qu'elle n'était pas, mais justement dans cette servitude. Certainement qu'il y avait une relation ancienne là-dessous et que qu'elle était tombée amoureuse du châtelain ou que le châtelain était tombé amoureux d'elle, mais à l'époque, les amours duraient le temps d'une copulation, il faut bien le dire. Et donc, elle avait... ça va être enregistré. Mais oui, ils le savent. Allez-y, les gars, cherchez mémoires ancillaires et copulation, parce que c'est 2 mots qu'on n'utilise plus. Prof de français. Exactement. Et dès que je lui ai parlé de ça, elle m'a dit que quand elle avait eu 14-15 ans, dans son adolescence, elle avait fait un rêve, mais un rêve très fort, où elle se voyait dans un espèce de château, un petit manoir, dans les couloirs, mais comme si c'était chez elle sans être chez elle. Et donc en fait, c'est quelque chose elle a tout de suite reconnecté avec cette mémoire-là, et elle a compris qu'en fait, elle se sentait toujours illégitime dans un milieu qu'elle avait côtoyé jadis dans sa modeste condition. Et donc pour moi, les vies antérieures, ou retourner dans ces vies antérieures, ça sert à ça. On est ok, on est aussi pour aller à la connaissance de soi, parce qu'on est d'accord qu'il y avait un côté effet de mode j'ai été Michael Jackson. Ça fait un peu tôt pour être Michael Jackson. Parce qu'il est décédé en général, on a Napoléon, Jésus-Christ et Jules César qui sont... Ah, il y a Cléopâtre qui se porte bien. Joséphine. Marilyn. Et Marie-Madeleine. Ah oui, moi j'étais sur Marilyn, moi. C'est peut-être la même. C'est peut-être la même. Et le grand avantage que j'ai par rapport à Anne, c'est que je suis pas obligé de prouver que c'est vrai. Alors que Anne se retrouve quand même dans la situation où on lui dit qu'est-ce qui prouve que ce que vous racontez est vrai. Oui, mais ce qui est chouette, c'est un énorme confort. Ouais, mais toi t'expérimentes avec les gens, parce que du coup, quand même, 23 octobre prochain. Oh, merci. Bah attends, excusez-moi, est-ce que vous avez pris vos places pour l'Olympia SVP? Hein Bernard, le pire community manager de lui-même. Tu m'enverras un chèque. Déjà, envoie-moi les places. Je t'ai envoyé les places. Oui. Non, mais ça va. D'ailleurs, je vais te demander si tu voulais seul ou accompagné. Tu peux venir à... J'ai une petite liste que je te donnerai ultérieurement. Non, mais 23 octobre, c'est un mercredi. L'Olympia, quand même, STP. On est tous à Est-ce que tu vas me faire une photo de Bernard Werber, tu sais, Olympia, quoi? On est tous à la recherche du plafond. Et là, en effet, l'Olympia, pour moi, c'est un gros challenge.
Ouais. Où on expérimente nos vies antérieures. Alors moi, évidemment, le spectacle, je l'ai vu moult fois. Pas plus de 200 fois. Pas plus de 200 fois, c'est sûr. D'abord aux Trois Baudets, ensuite à la Gaîté Montparnasse, s'il te plaît. Ouais. Je l'ai pas vu en province parce que j'y étais pas, parce que tu as fait une tournée. Tu vas pas me suivre en province pour voir le spectacle. Non, non. Mais le 23 octobre prochain, c'est quoi, à partir de 20h? À 20h, il y aura en première partie Fabien Olicard, qui est le mentaliste. Ah bon? Ouais. Ah, mais ça, je savais pas. Alors, pour l'anecdote. Oui. C'est un déjeuner avec Fabien Olicard. Ok. Et il me dit, pourquoi tu perds ton temps dans les petites salles? Tu dois répéter tout le temps, répéter. Il me dit, pourquoi tu ne fais pas des événements? Et moi, je te verrais bien à l'Olympia. Je lui dis, tu plaisantes, l'Olympia, j'arrive juste à remplir normalement 400 places de la Gaîté Montparnasse, mais c'était la limite. Et il me dit, essaye ça, tu vas voir, ça marche bien. Je veux bien, mais ça coûte très très cher de louer l'Olympia. Et j'avais pas pensé à ça. Et ça m'étonnerait que mon producteur, parce que j'ai un producteur, Blue Line, joue la partie. Et il me dit, écoute, si je joue pas la partie, moi je suis prêt à te produire. Donc Fabien Olicard voulait me produire à l'Olympia. Okay. Et puis j'en ai parlé à mon producteur, Blue Line, que je salue s'il m'entend, et toute l'équipe. Et ils m'ont dit, nous on est prêt à y aller, à jouer la partie. C'est chouette. C'est top. Et donc, quelle aventure. Il me semblait normal que Fabien Olicard, qui a initié fasse ta première partie. Fasse sa première partie. Et maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle VIE, pour Voyage intérieur expérimental. Et c'est 4 méditations guidées. Extraordinaire, tiens, tu me l'aurais dit, je l'aurais pu. Non, extraordinaire, c'est un peu prétentieux. Bah non, extraordinaire. Ah ouais, il faudrait que je fasse. Non, mais je pensais que c'était extraordinaire pour le coup. Non, expérimental, ça veut dire qu'en fait, c'est une expérience. Oui. Et que ça n'a pas marché sur tout le monde. En général, ça marche sur 80%. Non? Alors, en fait, ça marche un peu mieux en province. 80%, c'est la province. Ah bah alors, sur Paris, non. Le Parisien est peut-être plus sceptique. Le Parisien, non mais peut-être que le Parisien, il sort de son taf, du métro, du RER, il s'est engueulé avec la nana qui a piqué sa place. Donc, il n'est pas du tout all-inclusive dans l'état modifié de conscience. Mais quand même, moi, les 2 fois où je suis allée à la Gaîté, c'était 80% du public qui avait vraiment adhéré et qui était rentré vraiment dans les expériences de vie antérieure et donc on va le refaire le 23 octobre. Alors, en fait, le spectacle se passe de la manière suivante, c'est qu'à la fin, si on parle de 80%, c'est que je demande sur qui ça a marché. Oui, on fait, oui. Et après, je demande sur qui ça n'a pas marché et sur qui ça a moyennement marché, mais pas complètement. Donc, chacun peut dire réellement, désolé, votre truc, là, moi j'étais à l'extérieur, Ouais, puis il y en a 4, c'est-à-dire que il y a des thématiques qui vont être plus chères ou plus faciles. Voilà. C'est la 4e expérience dans laquelle, là, on ouvre les portes dans le couloir de ses vies antérieures et soit on tombe sur une réincarnation. En fait, c'est comme si on se déclenchait une vidéo sur YouTube et tout d'un coup, vous êtes acteur et vous avez tous les sens qui fonctionnent, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût et l'olfaction, je me disais, il manque un. Et non, l'odorat. Non. Et j'ai dit ça. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et le toucher, voilà. Oui. Et donc, on vit l'expérience. Et comme si vous débarquez dans un film, en fait, vous n'avez pas écrit Constantinople 1512. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous ne savez pas même dans quel pays, dans quel continent. Parfois, vous ne savez même pas quel est votre nom. Et vous vivez l'expérience. Exactement. Au fur et à mesure que vous la vivez, vous vous découvrez. Alors, à la fin, je propose aux gens sur lesquels ça a marché de raconter. Et ça, c'est une autre partie sympa du spectacle, c'est qu'on entend des séries, des récits complètement étonnants. Moi, je me rappelle une fois à la Gaîté Montparnasse, dans les derniers spectacles qu'on avait fait, il y avait une petite mamie qui s'est levée et puis elle a dit alors moi, je peux vous raconter, elle avait, parce qu'il faut y mettre un souhait, elle avait souhaité la vie où elle avait fait le plus de bien aux autres. Donc elle a dit, je me suis retrouvée, j'étais en Angleterre, il pleuvait, il y avait des pavés mouillés, je voyais les maisons, donc elle décrit tout. Elle dit, et j'étais avec des orphelins. Alors je lui dis, vous occupez d'orphelins? Elle fait, oui, je m'occupais d'orphelins. C'est bien, vous étiez dans un travail caritatif. Elle me dit, pas vraiment. En fait, c'était des pickpockets que j'avais éduqués pour voler de l'argent. C'est pas vrai. Et là, je les engueulais parce qu'ils ne ramenaient pas assez d'argent et je les menaçais de coups. Et
elle avait dit ça, c'était la petite mamie. Elle était étonnée elle-même. C'était Miss Marple. Mais elle considérait, enfin son âme considérait que c'était une fois où elle a fait du bien aux gens. Parce que quoi, du coup, quelqu'un s'occupait d'eux? Ah oui, génial. Mais parce que ces orphelins, peut-être, sinon, seraient ils auraient volé pour eux-mêmes. C'est fou, ça. Mais elle a dit, c'est pour leur bien que je leur apprenais des pickpockets. Ok. Et évidemment, ça fait rire tout le monde. Oui, mais elle riait pas, elle. Ah, elle riait pas, mais elle était surtout dans l'étonnement. Je suis tombée sur cette vie, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Ok. Et l'Angleterre, est-ce que, peut-être t'as pas eu le temps de l'interroger, mais est-ce qu'elle a eu des connexions dans cette vie-là avec l'Angleterre? Parce que des fois aussi, dans nos vies passées, en fait, signe de nos vies passées, vous savez, vous avez tous vécu, vous allez sur une terre étrangère, vous avez l'impression d'être chez vous, ou vous vivez... Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu, regardez Matrix. Et en fait, c'est parce que ce sont des réminiscences ou d'apprendre une langue avec une facilité déconcertante parce que c'était sans doute la vôtre dans une vie passée. Ben moi, ça m'est arrivé avec l'allemand. Tu parles allemand? Oui. Alors que tu n'as pas appris l'allemand. Si, j'ai appris l'allemand, mais j'étais pas terrible en grammaire, contrairement à... la grammaire, c'est la logique, etc. Et en fait, je la fais rapide, hein, mais mes grands-parents maternels, enfin mon grand-père a été dans les camps de concentration parce qu'il était communiste. Mon grand-père paternel, lui, il était résistant parce qu'il travaillait à la SNCF, donc voilà, il affrétait des trains. Donc dans ma famille, l'allemand, c'était l'ennemi à abattre. Et donc quand j'ai dû choisir ma première langue vivante pour le collège, parce qu'à l'époque on apprenait ça au collège, moi t'avais des profs qui venaient pour animer la langue, qui te proposaient de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, et tu choisissais. Dès que j'ai entendu cette dame parler allemand, j'ai dit je veux faire de l'allemand. Et ma mère était elle était très gênée parce qu'elle me disait mais si tes grands-pères étaient là, alors là ça aurait été un scandale absolu. Et à la fois à l'époque quand tu faisais allemand, c'est que tu étais dans une bonne classe. Donc du coup elle a dit oui. Elle a dit oui parce que du coup elle s'est dit bon ma fille sera dans une bonne classe. Et vraiment je vous le dis, je n'ai pas appris l'allemand. Je m'en suis souvenue en fait. Et j'ai fait une maîtrise franco-allemande, du coup. Je suis allée à Cologne à Köln. Ouais, je suis allée à Köln pour faire mon mémoire de maîtrise. Et j'ai eu un amoureux allemand. Mais en fait, je me fondais tellement dans la masse en Allemagne. Mon accent français n'existait plus. J'étais comme je m'étais complètement intégrée dans le truc. Et je suis sûre que j'ai eu une vie... Alors attends, on avait fait l'expérience tous les deux. Exactement. Alors tu peux me rappeler ce que tu avais vécu comme vie? Oui, tout à fait. Justement, c'était parce que c'était, je crois que tu demandais un grand amour ou, on est d'accord? Et moi j'étais. Dans quelle vie on a connu un grand amour? Une grande histoire d'amour. Exactement. Et je suis arrivée. Ça me va bien parce que. Ouais, très romantique. Je suis arrivée, j'étais en Allemagne. Et en fait, j'étais tombée amoureuse d'un homme qui était juste en face de chez moi. Sa maison était en face, mais il était de conditions supérieures à la mienne, etc. Il était genre beau, hein, version Humphrey Bogart avec son trench et tout le tralala. Sauf que il se barrait pour son business, ses affaires, etc. Et nos familles respectives n'étaient pas méga heureuses qu'on s'aime. Et donc, on s'aimait follement, mais je le perdais, il mourait. Tu te perdais comment? Il mourait dans une mission parce que je pense qu'il avait... est-ce qu'il était espion? Est-ce qu'il était... Quelle époque déjà? On était sur l'Allemagne, mais je pense qu'on était avant la Première Guerre même, en fait. 1870? Ouais. La guerre 70 qui est un peu occultée chez nous parce Exactement. que c'est une guerre qui a mal fini. Oui. Celles qu'on n'a pas gagnées, on les cite pas dans les bouquins. Mais c'était à cette époque-là. Il y a... Ce qui est intéressant, imaginons que tout ça soit faux, je trouve intéressant de réfléchir sur le concept de possibilité, d'hypothèse, de vie antérieure, rien que d'y penser et de se dire, ça se peut que ça existe, en fait il y a une chance sur deux que ça existe et on ne sera sûr que lorsqu'on mourra, on dira, bah tiens, j'étais juste, c'est la réclame. Ça ouvre une perspective, c'est-à-dire que tout d'un coup vous dites, cette vie-là, c'est pas un film avec un début, un milieu, une fin et puis tout s'arrête. C'est ça. C'est un épisode. Oui. Et un épisode d'une série qui a peut-être commencé il y a très longtemps. Et nous ne faisons que poursuivre, notre âme s'incarne, revient, pour poursuivre cette aventure. Moi, je suis persuadé que toutes mes vies antérieures n'ont amené qu'à celle-ci. C'est-à-dire que après avoir testé des tas de choses,
je me suis dit que la meilleure manière d'être heureux et épanoui et de suivre ma mission d'âme, c'est d'être écrivain, et accessoirement de rencontrer un Tufigo. C'était accessoirement ça. Et donc j'ai l'impression que cette vie est aboutie. Ouais. Et c'est d'autant plus troublant que j'ai jamais eu d'ambition autre. Moi, je rêvais de faire un petit boulot tranquille de cadre moyen, avoir ma voiture. Ah oui, j'avais aucune ambition, je voulais juste de la tranquillité et la sécurité. Okay. Et tout s'est fait malgré moi. Et ça s'est fait malgré moi sur des échecs. Ouais. J'ai raté mon passage en sciences, alors j'étais passionné de sciences, j'ai raté ma fac de droit, j'ai raté pratiquement tous les examens que j'ai faits, j'ai raté même... T'as rien raté, l'univers t'a réorienté. Ouais, mais m'a réorienté au moment... En se disant, mais il se rappelle pas ce qu'il a signé comme contrat, c'est pas possible. Voilà, il va pas aller là, non. Au final, j'ai été viré du Nouvel Obs. Ah ben voilà. L'un des rares qui est viré du Nouvel Obs, parce que j'avais eu l'outrecuidance de me présenter à un prix, et j'avais été lauréat, et tous mes collègues ont monté un complot contre moi. Ah oui. Et j'ai été viré, c'est un an de chômage, et j'aboutis à sortir le bouquin. Et avec le recul, je me dis, heureusement que j'ai été viré, parce que d'abord, je vois les collègues, ils ne sont pas très heureux. Ceux qui n'ont pas été virés, ils boivent, pour la plupart. C'est pas très gentil de dire ça, mais c'est quand même la vérité. Ouais. Il y a beaucoup d'alcooliques, c'est pas le thème. J'ai cru que tu étais en train de dire aux gens, il y a beaucoup d'alcooliques parmi vous ce soir. Comment savoir si mon conjoint s'est réincarné? Mais non. Mais donc, tout ça pour dire que j'ai l'impression que ma vie s'est faite dans une direction pour arriver à être écrivain, presque malgré moi. Oui. Et que mon seul mérite est d'avoir écouté les signes. C'est-à-dire que d'abord pas désespérer chaque fois que je me plantais, et de me dire, ok, maintenant que j'ai changé de direction, comment arriver à gérer ça au mieux? Et il y a quand même des êtres humains qui sont apparus sur le chemin qui m'ont dit, notamment ma tante Reine qui m'a dit, perds pas ton temps à être journaliste, ton vrai truc c'est être écrivain. Voilà. Sa tante s'appelait Reine, ma grand-mère s'appelait Reine quand même, ce qui n'est pas rien. Peut-être qu'on est la même famille, que c'est la même personne. Bah j'ai un petit doute, mais pourquoi pas. Reine non mais tu sais que je vais répéter parce que tu vas me dire que je le répète souvent, mais est-ce que vous savez combien d'années, parce que moi ça me bluffe toujours, combien d'années tu as persévéré dans cette... est-ce que c'est dans cette... obsession? Non, je sais pas si c'est une obsession, parce que quand c'est obsessionnel, on perd la rationalité de quelque chose. Je dirais même cette intuition, cette certitude, cette croyance, je sais pas, que les fourmis allaient voir le jour. Combien d'années, rappelle-nous 12 ans. 12 ans! Mais au moment où j'ai démarré, on m'a pas dit en 12 ans le livre va sortir. Évidemment pas, mais combien d'entre vous, et moi la première, déjà au bout de 2 semaines, quand on n'a pas un truc, on est déjà frustré, on passe à autre chose. On est d'accord ou pas? 12 années, moi ça m'émeut en fait. Ça m'émeut, oui, ça m'émeut parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qui nous dépasse et qui est né dans ton cas, pas du tout l'ordre de l'ego, c'est-à-dire que en plus c'est pas une histoire de reconnaissance, c'est une histoire d'évidence quelque part. Tu sais pas comment, tu sais pas avec qui, je pense que c'est ça, t'avais pas les... C'est juste une fascination d'enfant, je crois que je suis pas le seul à avoir ça, pour les fourmis en tant que ville, c'est-à-dire je me suis dit, je vois une ville, quand je vois une fourmilière. Et cette idée, je me dis, mais les autres ne se rendent pas compte qu'il y a une ville avec des routes, avec des gens qui circulent. Des codes. Voilà. Et à partir de là, c'est que ça. En fait, je crois que la plus grande qualité est la curiosité et la pugnacité. La manière. Alors, ça, c'est encore autre chose. Mais si on observe bien, et j'en reviens à ton truc des signes, il y a plein de choses passionnantes autour de soi et on passe à côté. Oui. Et mon seul mérite est, quand j'étais enfant, de me dire. Ça, c'est extraordinaire. La fourmilière. Il y a beaucoup d'enfants, quand ils voient une fourmilière, ils se disent, tiens, je vais la piétiner ou je vais pisser dessus. Et c'est juste... Moi, j'ai peur de tout, je l'évite. Parce que ce que je ne connais pas me fait peur, donc je me barre, je les laisse, voilà. Et de cette intuition est né le projet Fourmi. Et après, la deuxième chose, en effet, et ça, c'est la régularité, c'est-à-dire que je me suis fixé comme règle, 8h30, midi et demi, tous les matins, j'écris au moins 10 pages. J'ai fixé cette règle à 16 ans et c'est ça qui a fini par aboutir à plusieurs versions des fourmis, 24 en fait, chacune à peu près 24 les gars, versions. Entre 500 et 1000 pages. Mais c'était aussi parce que elles n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire que comme le Mastermind, les premières versions étaient très mauvaises. Et encore maintenant, la première version, y compris de la valse des âmes, est très mauvaise. C'est juste que ma technique, que d'ailleurs je vous propose d'utiliser pour ceux qui veulent être écrivains,
vous faites un mauvais livre qui ne fonctionne pas et qui est mal écrit. Et à partir de là, vous dites comment faire pour l'améliorer. Et vous faites mieux. Et après, donc là, il a fallu 12 versions. J'ai 12 versions différentes de La Valse des âmes que j'ai dans la mémoire de mon ordinateur, avec une héroïne similaire, hein. Et un projet, une mécanique qui est les bibliothèques akashiques et les réincarnations, qui est pareil. Mais par contre, certaines se passent à New York, d'autres se passent en Chine, et avec des trajets différents, des personnages secondaires différents. C'est comme si j'avais tourné un premier film, et que de là, je me disais, je m'étais dit, tiens, on peut le tourner différemment. Et cette technique de tester pour voir ce que ça donne et rectifier le tir au fur et à mesure peut être applicable à n'importe quoi. Si vous voulez peindre, faites une peinture moche, et à partir de là, réfléchissez comment l'améliorer. Si vous voulez faire de la musique, faites une musique qui ne fonctionne pas. Mais comment ça s'appelle? Tester et réfléchir. Il y a un terme pour ça. Okay. Mais, tester et ajuster, ouais, les 12 ans, c'est 12 ans parce que j'étais pas bon. C'est 12 ans pour apprendre notamment une technique qui est la plus importante de mon métier, c'est le suspense. C'est-à-dire ce qui va vous donner envie de tourner les pages et qui va faire que vous vous ennuyez pas. Et que entre le choix entre une série à la télé et un roman, vous choisissiez malgré tout le roman. Mon plus grand rival s'appelle Netflix. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et il faut que j'arrive à rendre ça plus intéressant. J'écoutais une interview d'Amélie Nothomb là, qui vient de sortir son dernier livre à la grande librairie, et elle disait, parce que là je l'ai trouvée éprouvée en ce moment. Je la trouve très éprouvée. Bref, elle disait que elle écrit elle aussi, je crois. Alors tout le matin très tôt. Et 4h du matin, 8h du matin, elle c'est ses horaires d'écriture. Et elle disait qu'elle commençait par ce qu'il y avait de plus dur dans la vie, c'est d'écrire. Comme ça, la vie lui paraissait plus douce parce qu'après le reste de la journée c'était juste vivre. Alors. Quand même, hein. Alors, c'est en effet, elle a dit ça. Ouais. Et je ne crois pas parce que je l'ai vue écrire. Et elle est dans sa mission d'âme. Donc, et quand on est dans sa mission d'âme, on se fatigue pas. On est comme une abeille qui fait du miel. Alors, moi, contrairement à Amélie, je veux dire, qui est vraiment une amie et quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, j'écris dans la joie. Et ma théorie, qui est personnelle, c'est que si c'est pas fabriqué dans la joie, ça ne sera pas reçu dans la joie. Je crois qu'il faut écrire, prendre du plaisir à écrire pour que le lecteur prenne du plaisir à lire. Et le fait de raconter une histoire qui rende des gens heureux, c'est une sorte de complétude. Maintenant, si vous parlez de votre douleur et que ça résonne dans la douleur des lecteurs, c'est une autre littérature dans laquelle, personnellement, je n'ai pas de plaisir à lire, je n'aurai pas de plaisir à écrire. À t'y trouver, Mais je respecte les gens qui fonctionnent comme ça, mais moi je crois que les gens, ils ont eu des journées difficiles, et quand ils lisent, c'est pour se détendre. Et ma fonction est de divertissement. Ouais. Et même si je parle de sujets comme la réincarnation, tout ça, tout ce que je rêve, c'est juste que les gens se disent « Ok, ça va relativiser mes petits soucis de santé, de famille, de boulot. » Là, je relis une histoire dans laquelle je me demande ce qui va arriver au personnage. Question des gens. Alors, c'est dommage que vous discutez entre vous. Et on répond à personne. J'ai dû entendre votre phrase parce que du coup, j'étais en train de lire le mémoire de Cassandre. Elle a du mal à... Attendez, c'est le Covid. Et la réincarnation. Attendez, parce que là, on passe du coq à l'âne, hein, effectivement. Quand j'ai rencontré mon ex. Attendez, avant, ça nous intéresse, ça. Quand j'ai rencontré mon ex, j'ai fait ce rêve, et quand on s'est quitté, elle a rêvé. Je l'ai perdu, voilà. Ça va tellement vite. Attendez. Tu as l'air de maîtriser cette... J'essaye, mais ça va tellement vite qu'elle a rêvé qu'elle était enfermée dans une cage. On lui lançait des choses et elle allait se faire couper la tête. C'est véridique. Alors, attends. Là, il y en a une intéressante. Bonsoir, comment reconnaître les signes envoyés par les âmes déjà envolées ou les guides? Ça, c'est pour toi. Comment reconnaître des signes envoyés par les âmes déjà envolées ou des guides? Il y a plusieurs choses dans la reconnaissance d'un signe. La première chose, c'est l'émotion que ça va gérer. C'est-à-dire que
quelle que soit l'heure, le jour, vous pouvez être au boulot, vous pouvez être en pleine réunion, tout d'un coup, l'émotion qui se crée sort de votre cœur, quel que soit, ça peut être dans une rue, vous étiez en train de parler avec quelqu'un au téléphone et tout d'un coup, vous êtes percuté en plein cœur par le signe. Petit 2, il arrive souvent à un moment charnière de votre vie, c'est-à-dire que ça peut être des transitions de vie, adolescence, âge adulte, retraite, ou je me suis fait larguer, je change de travail, ou j'ai posé une question parce que je suis perdue, et en fait, sans le savoir, sans le vouloir réellement, quand on se pose des questions à soi-même, finalement, on envoie une énergie à l'univers en disant mais comment ça se fait que je n'y arrive jamais? L'univers vous entend et l'univers vous répond. Donc souvent, c'est des périodes charnières. Petit 3, on s'en souviendra toujours. Il y a une espèce de mémoire du signe qui n'est pas la mémoire de qu'est-ce que j'ai mangé hier, etc. Et petit 4, il y a toujours un avant et un après signe. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez l'intégrer comme un élément qui va vous permettre par la suite de prendre des décisions ou pas. C'est-à-dire que même si vous le considérez comme, là, comme disent les gens, comment le savoir, etc., il y a une prégnance, il y a quelque chose qui vous dépasse et dans vos futures prises de décision, vous serez entre guillemets obligé de ne pas l'occulter parce que ça fait partie. Moi, je pense qu'il y a réellement une mémoire humaine, terrestre de notre corps. Et pour moi, il y a une autre mémoire dans laquelle je vais quand je suis en consultation médiumnique et qui est la mémoire de l'âme en fait. Et pour moi, il y a deux socles de mémoire. Alors, je prends une remarque j'ai déjà du mal à gérer cette vie. Alors, je ne vous dis pas si je devais gérer toutes les merdes de mes vies antérieures. Oui, mais très cher parce que je sais pas comment. Attendez, j'ai pas vu son. Anne-Charline. Régler les merdes de cette vie trouve parfois sa solution dans la répétition connue des vies antérieures. C'est parce que l'intérêt dans le spectacle de Bernard, c'est comme tu l'as dit très bien, c'est une expérience. On expérimente sa capacité à se mettre en état modifié de conscience, à vivre des vies parce que toi t'encadres bien le principe et tu encadres des vies qui ont été positives pour nous. Quand vous allez voir un thérapeute en hypnose régressive, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas pour savoir si vous avez été les Beatles, ceux qui ne sont plus du coup, ou autres, et c'est pas pour que notre âme se targue d'avoir fait des choses illustres ou pas, c'est pour comprendre les schémas de répétition et se dire mais en fait c'est pas que depuis là que ça dure depuis des lustres et il faut que j'arrive grâce aux schémas et donc en revenant dans ces vies passées de comprendre ce qu'on appelle les schémas de répétition, les schémas récurrents et surtout aussi les gens qui sont récurrents dans notre vie, ceux qu'on se recoltine à chaque fois parce que on a encore des choses à gérer. Ça permet de couper des liens. Et c'est ce que je dis souvent en consultation aussi, c'est de redonner les émotions qui ne nous appartiennent pas. En fait, il y a parfois l'âme est encore empreinte des émotions des vies passées et quand elle vit de nouveau quelque chose, elle le vit avec une exagération émotionnelle, des blocages terribles. Et quand on va dans la vie passée, on peut remettre les émotions dans le passé et la distinguer de ces émotions présentes. C'est pour aider à couper des liens. Voilà, c'est ça l'idée. Je voudrais préciser, on est un peu complémentaires, Anne et moi, on ne fait pas la même chose. C'est vrai. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a choisi de faire ce live ensemble. Tout à fait. Alors, Anne a une fonction thérapeutique. Moi, je n'ai pas du tout de fonction thérapeutique, j'ai une fonction touristique. C'est-à-dire que si vous venez voir le spectacle VIE, Voyage intérieur expérimental, à l'Olympia le 23 octobre à 20h, j'en profite pour le répéter, vous n'allez pas... Je mettrai le lien en story juste après. Merci. Bah oui. Vous n'allez pas régler vos problèmes et de toute façon, les problèmes ne m'intéressent pas à mon niveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire du tourisme spirituel, c'est-à-dire que vous allez arriver dans un film et vous allez vous dire « Waouh, j'ai vécu ça, c'est tout ». Oui, mais... Il n'y a pas d'autre fonction. Oui, mais tu sais, c'est de la même... Ce que tu dis rejoint, en fait, mes médiumnités publiques. Alors moi, évidemment, c'est pas du tourisme, la médiumnité publique, mais c'est public. C'est-à-dire que les gens qui n'auraient pas osé franchir le cap qui n'auraient pas osé franchir le cap d'une consultation individuelle, en venant dans les associations des Dodeuil et en étant dans un public, ils viennent ensemble, ils se soutiennent, c'est une première approche de la médiumnité. Et même si toi, tu dis touristique, eh ben, ça permet aussi à des gens qui n'auraient pas franchi le cap d'aller voir un hypnothérapeute qui fait de l'hypnose régressive ou qui n'auraient pas pensé à l'inclure dans une thérapie, qui se disent c'est bon, on est encadré de façon ludique, positive et expérimentale. Et ben ça permet de découvrir aussi pour moi cet état modifié de conscience qui est très riche.
D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que tu fais aussi une conférence au gymnase. Tu peux rappeler les dates? Bah, c'est complet, mais c'est le 13 novembre. Alors, vu qu'il y a des no-shows, qu'il y a des gens qui se mettent, qui au dernier moment ne viennent pas, je vous conseille de venir à l'extérieur en espérant qu'il y ait des désistements de dernière minute. Ouais, il y en a toujours. Voilà, on va dire ça, effectivement. Alors, j'en referai à Paris. C'est le 13 novembre. En plus, c'est une date très symbolique, tristement symbolique, mais je trouve que, bah oui, de penser à nos défunts et à parler de l'au-delà, un 13 novembre, c'est chouette. Après, je vais aller en province, je vous donne les dates. Enfin, beaucoup sont. Ah oui, tu vas faire une tournée. Ouais, je fais on fait un peu le même truc. Oui, c'est ça, on fait pas au même moment. Ouais, je fais une mini tournée, mais c'est une joie que justement à travers le côté, d'abord, vous le savez, il n'y a pas de spectacle, mais c'est de pouvoir justement démocratiser, ouvrir le dialogue sans peur et de façon collective. Alors, une autre différence qu'il y a entre nous deux, c'est que moi, j'ai pas encore terminé de remplir l'Olympia, donc moi, il reste des places. Alors, si vous voulez donc, en effet, Anne nous a proposé de faire un lien. Je crois qu'il reste, il y a 2000 places dans... Oui, au total, l'Olympia. Et je crois qu'il doit rester 200 places. Donc, il reste 10%. Bah, très peu, là. Ouais. Mais exactement. je vous conseille d'aller vite parce que plus on avance, plus les places... les bonnes places sont prises. Oui, dépêchez-vous. Ça va très vite et surtout sur les derniers jours, ça va ça. Je voulais répondre quand même parce que depuis... Je vais rajouter un tout petit élément. C'est que j'ai jamais fait 2000 personnes et 2000 personnes qui partent ensemble dans leur vie antérieure, je me demande ce que ça va donner et il me tarde. Ouais, mais regarde, on a fait le Grand Rex. Oui. 2800 personnes. C'était un petit extrait, mais ça te donne un peu le ton. Non, moi je voulais dire aux ceux qui râlent, oui, c'est une interview, vous parlez entre vous. Je vous rappelle qu'en fait on parle, les questions que je pose à Bernard sont les questions que vous posez sur la réincarnation. On parle pas de la machine à laver qui est en mode essorage, etc. Oui. On est sur notre vision de la réincarnation et des vies antérieures, et c'est notre métier. Donc en fait, à travers les questions que je pose à Bernard, les gars, on est sur nos thématiques, ce qu'on en pense et pourquoi on parle de tout ça. On essaye de répondre à vos questions en l'occurrence, mais Catherine, vous pouvez sortir, hein, Catherine Desrolles, là, si vous faites chier. Hein. On n'est pas chez le psy, mais je suis pas psy non plus. J'essaye de vous... On se donne des thématiques qui sont dans nos métiers, en fait, qui se croisent. Et pourquoi on le fait par rapport aux questions, en fait, que tout en amour, grosse cata, j'ai pas dû piger le contrat. Qui c'est qui écrit ça? Mais Manu, on fait tout ce qu'on peut, en fait, en amour. J'aime beaucoup le... Et puis, en plus, si vous ratez dans cette vie-là, vous allez pouvoir recommencer dans la vie d'après. Est-ce que ça, c'est réconfortant, en vrai? De quoi? Bah, de se dire qu'on va repartir dans un contrat et dans une nouvelle vie. Parce que quand même, faut que moi, je vous dise quelque chose. Quand j'ai ouvert ces capacités médiumniques, moi, ça m'a pas réjoui de me dire qu'il y avait de la réincarnation, hein. Mais ça t'a réjoui, toi? Ça vous réjouit, vous? C'est une très bonne question. Je me dis, imaginons que je meurs, et je m'aperçois imaginons que tu meurs. que c'est comme dans mon roman, c'est-à-dire que ton âme arrive à un endroit, là, il y a un débrief de ta vie, on te remontre ta vie. Enfin, dans le bouquin, c'est comme ça, vous verrez. Mais c'est aussi comme ça, un peu partout, raconté un peu partout. Et là, ils reçoivent une note. Et donc, ces notes sont mesurées sur les vertèbres de la colonne vertébrale avec les chakras. Okay. Et il faut dépasser le chiffre de 6 pour être libéré de la réincarnation. C'est toute une technique qu'on s'est expliquée. Okay. Et imaginons que ça soit comme dans mon bouquin. Et donc après, on choisit sa vie suivante. Mais avant de naître, on fait des vœux. C'est-à-dire, on peut dire, je voudrais développer tel élément ou tel élément ou tel élément. Par exemple, j'ai peut-être demandé, dans la prochaine vie, j'aimerais être écrivain. Et j'aimerais rencontrer Anne Figo et faire un live aujourd'hui. Non, mais moi, c'est là où peut-être nos points de vue divergent. Oui. Parce qu'on va faire la grande liste de ce que tu n'as pas su faire. Et donc, tu vas choisir la vie la plus adaptée à pour ça. Pour réparer les choses. Réparer. Mais il y a aussi une autre théorie. Oui. Enfin, il y a une chose, c'est que dès le moment où on prend conscience qu'on a eu des talents dans une vie précédente, on peut se dire, attends, peut-être que je peux les relancer dans cette vie-ci. Oui. Par exemple, moi, la première fois que j'ai fait l'expérience qui m'a complètement impressionné de retourner à une vie antérieure, je me suis retrouvé en Atlantide et je soignais, ou j'ai eu l'impression, je soignais les gens avec les mains, avec une capacité à envoyer de l'énergie qui focalisait sur des points.
Et donc j'ai vécu un film qui a duré à peu près 1 heure, où j'étais dans l'Atlantide. Ça m'a inspiré un roman qui est dans le même esprit, qui s'appelle La boîte de Pandore. Et après, je me suis dit, mais en fait, si j'avais ça il y a très longtemps, peut-être que je peux le faire revenir. Et depuis, il m'arrive de temps en temps, quand des gens ne vont pas bien, ils arrivent. Je leur dis, attends, je vais mettre juste la main, je le mets sur les chakras, je sens l'énergie, j'envoie de l'énergie. C'est pas, je prétends pas que je soigne, mais j'ai l'impression quand je fais ça que je restaure une sorte de connaissance ancienne. Où tu réactives. Où je peux la relancer. Et voilà, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, aller dans la vie antérieure, c'est pas pour aller chercher que les traumatismes. Déjà, on n'a pas eu le traumatisme dans son enfance, et je trouve que la psychanalyse, est-ce que c'est vraiment intéressant de relancer tout ça? Donc, mais ça, on n'a pas forcément. Mais aller rechercher en plus des traumatismes dans les vies passées, on peut se dire, après tout, on n'a pas besoin. Par contre, on peut aller rechercher des souvenirs de talents oubliés. Toi, tu as retrouvé le talent de parler allemand. Oui, je ne sais pas si c'était un talent. En tout cas, c'était un souvenir très, très, très vif de la vie passée. Oui, tout à fait. Tu vois, par exemple, j'ai des souvenirs, quand j'étais dans mes vies passées, que dans beaucoup de vies, j'ai eu faim. Et on ne s'aperçoit pas, mais de nos jours, on a évacué cette peur d'avoir faim. Mais j'ai tendance à me précipiter sur la nourriture, comme si j'avais peur qu'on l'enlève. Et je mange trop vite. Ça fait partie de mes prochains projets. C'est ralentir, manger tranquillement. C'est pas grave, même si on me la vole, c'est pas grave. Et je sais que tu vois ce que c'est. Mais non, moi j'ai été, je pense qu'il y a eu beaucoup de mémoires de guerre dans mes vies passées, et en plus mes ancêtres l'ont vécu, la guerre, et quand j'étais étudiante, mais encore maintenant, hein, je ne sais pas faire des courses en fait, hein. Je fais une espèce de stock de garde-manger qui ne sert à rien, parce qu'à la fin, en plus je le sais, ça périme, mais il y a cette notion de, je fais du stock, comme quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils étaient à la cave, et puis que, pardon pour le mot que j'ai utilisé, parce que c'est ce que j'entendais petit, les boches arrivent et que du coup on n'a peut-être pas à manger, etc. Et c'est ce que je faisais. Et en fait, un jour j'ai eu le déclic, j'étais étudiante dans ma petite chambre d'étudiante là, j'allais à la Sorbonne, et j'ai une copine qui passe me voir, et puis j'étais là à 4 pattes dans le placard en train de chercher je ne sais quoi, et elle me dit, mais vraiment comme ça, elle réfléchit pas, elle me dit, bah alors il y a la guerre chez toi, tu vas crever la dalle. Et en fait au moment où elle me dit ça, tu sais, ça vient percuter quelque chose, et là je comprends, je me dis, mais oui, en fait, nos grands-parents avaient l'habitude de stocker les boîtes de conserve dans la cave. Et bien sûr. Ça se peut que nous, si on a des soucis, je ne sais pas comment l'actualité va évoluer, on se dise, on aurait peut-être dû stocker des boîtes de conserve dans la cave. Je suis d'accord. Attends, c'est pas qu'un truc ancien. Pendant le Covid, pardon, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils se sont rués sur les pâtes et le PQ, hein, excusez-moi de le dire. Mais non, mais il y a eu ce phénomène de tout d'un coup, on se ruait dans les magasins, etc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y avait vraiment ça. Donc, c'est pour ça que, comment dire, écoutez ou vous pouvez aussi lire les témoignages des enfants. Il y avait le docteur Melvin Morse. Tu l'as lu, le Melvin Morse? Ça s'appelle Le Point de Dieu, la connexion divine. Et en fait, c'est un, je dis je sais où c'était parce que je sais pas s'il est toujours vivant, Melvin Morse. C'était un pédiatre au CHU et donc qui donc soignait les enfants. Mais lui, il s'est aperçu que au fur et à mesure de ses petits patients, que les petits patients venaient lui raconter leur vie passée en fait. Alors là, j'ai ma maman, mais cette dame, c'est pas ma première maman. Et donc dans un premier temps, il s'est dit mais qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Et là, je vous invite à lire La Connexion Divine. Il a répertorié justement tous ces témoignages d'enfants qui n'avaient pas d'intérêt que d'aller raconter de c'était pas ma première maman. Et lui, il pensait que les parents étaient divorcés, enfin bref, quelque chose comme ça. Et donc, il explique, lui, qu'il a pu situer le point de Dieu, tu sais, notre connexion divine dans le lobe temporal droit, qui est le lobe temporal de la créativité, de l'intuition et de l'imagination, et que donc si on activait ce lobe temporal, on pourrait, je me dis bien du conditionnel, rentrer en contact plus facilement avec sa part divine et spirituelle, et que quand on grandit, forcément les enfants, dans leur construction psychologique, intellectuelle, hop, ils mettent les peurs des parents, le cartésianisme, mais non, c'est pas vrai, et ils oublient leur vie passée. C'est les enfants détiennent la vérité. Il y a une question qui m'a... Ah oui, t'en as vu passer. C'est quelqu'un qui a dit, on m'a dit que j'étais une vieille âme, quel intérêt d'être une vieille âme? Alors, j'allais dire, c'est un peu comme le bac, enfin en prenant l'hypothèse de la réincarnation, c'est-à-dire vous venez à une vie, vous faites votre vie, après vous débriefez ce que vous avez réussi ou pas réussi,
et on vous dit, vous avez réussi, vous avez le bac, donc dans mon système, ça serait dépasser 6 points, le chakra 6, et donc vous êtes libéré. Tant que vous n'avez pas passé le chakra 6, bah vous devez revenir pour vous améliorer. Donc l'intérêt d'être une vieille âme, c'est comme quelqu'un qui a raté le bac plein de fois. Normalement, il est mieux équipé pour réussir la fois suivante. Oui, et il peut aussi être équipé pour aider les autres. Voilà. Parce qu'à partir du moment où il a su dépasser ses problématiques, ça peut être aussi une vie pour les autres. Être une vieille âme peut sous-entendre si nous on est à l'université de la vie, eh ben on va aller aider ceux qui sont en classe élémentaire, les collégiens, les ça c'est évoqué dans plein de spiritualités. Ça s'appelle les bodhisattvas. Oui. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont réussi à passer le chakra 6. C'est pas nous, hein. Déjà, je vous le dis clairement, là, les 780 personnes qui sont là ce soir, j'adorerais vous dire que vous faites des tours gratos que pour les autres. Ils sont peu nombreux. Il y a des gens qui peuvent s'arrêter de se réincarner, mais qui reviennent quand même, parce qu'ils se disent, bah, vu qu'on a compris le truc, on va venir pour donner un petit Je pense à une personne qui s'appelait Jésus, par exemple. Oui. Ah oui. Mais il y en a... alors j'en profite pour parler de mon bouquin. Dans mon livre, je parle de 2 personnages importants, c'est Pythagore et Bouddha. Et il s'avère que par le plus pur des hasards, Pythagore et Bouddha sont contemporains. Et j'ai retrouvé que dans la vie de Pythagore, il est allé vers l'est et Bouddha allait vers l'ouest. Donc je les ai fait se rencontrer et j'ai fait une rencontre entre Pythagore et Bouddha. Et alors d'abord, petit élément intéressant sur Pythagore, c'est un monsieur qui a inventé plein de choses qu'on a oubliées, dont les notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est lui. Le concept que le soleil est au centre de l'univers, c'est lui. Le fait de manger végétarien, c'est lui. Il a les planètes, les 7 planètes qu'il a reliées aux 7 notes, c'est lui. Le nombre d'or, c'est lui. Mais, et ça c'est vraiment karmique, le truc dingue, il n'a pas inventé le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore est un théorème qui existait déjà chez les Égyptiens et il a été formé à l'école égyptienne de Memphis et c'est là où on lui a appris toutes les mathématiques, dont le théorème de Pythagore. Mais à aucun moment Pythagore a dit « Écoutez les gars, Eureka, j'ai trouvé un truc ». Jamais. C'est plus tard, le théorème utilisé par Pythagore et on a fini par dire théorème de Pythagore. Autre chose, il utilisait la métempsychose. Métempsychose, c'est les réincarnations et ça fait le lien avec nous. C'est-à-dire que c'était un scientifique, c'était un artiste, c'était aussi un sportif. D'ailleurs, il a gagné les Jeux Olympiques de pugilat de moins 500. Et c'est pas hier. Oui, c'était alors je vous fais une petite parenthèse sur tout à l'heure tout ça, mais c'était un type complet. Oui, d'abord on constitue bien Pythagore et Bouddha, c'est moins 525 à peu près avant Jésus-Christ. Parce que chaque fois on se dit c'est dans le passé, mais on ne sait pas trop. C'est 525 avant Jésus-Christ, c'est le moment où Pythagore quitte l'Égypte pour aller la rencontre telle que j'ai située, pour aller vers l'Est. Et ça correspond à une époque où Bouddha va aussi aller diffuser en dehors du Népal, parce que Bouddha vient du Népal, il s'appelait Siddhartha Gautama. Le mot Bouddha signifie juste saint. Exact. Donc on l'appelait le saint ou l'éveillé. Mais en tout cas, il faut savoir que la métempsychose, le fait de croire dans la réincarnation, existait en Grèce avant d'exister en Inde. À la différence que les Grecs pensaient qu'on passait d'animaux à êtres humains. Ah oui? Dans la métempsychose. Oui, la différence entre métempsychose et réincarnation, la métempsychose sous-entend que tu peux passer du corbeau à l'être... J'exagère. En plus, non mais... Oui. Oui. Ce qui n'est pas le cas dans certaines croyances. Pythagore considérait qu'il connaissait ses vies antérieures, qu'il racontait, et c'était des vies d'humains. Mais la métempsychose, elle comprend aussi les animaux. Et là, je vous laisse seul juge de vos croyances. D'ailleurs, c'est marrant que tu me dis ça, parce que dans le spectacle, il y a quelquefois des gens qui disent... qu'ils étaient animaux. Ils sont portes, exactement. Et ils tombent sur les animaux. Dans le spectacle, on tombe parfois sur des choses très très surprenantes. Mais oui, parce que en fait, l'une des regarde, attends, je te coupe parce que ça vaut le coup. C'est Raphaël qui dit le spectacle de Bernard est topissime vu à Clermont, génial, bienveillant, une vraie expérience, merci.
Oula, pardon. Voilà, très bien. Je voulais le. Ben, merci Raphaël. Bah ouais, je le dis parce que je le vois passer effectivement. Après là, c'est les gens qui nous demandent si on passe dans. Oui, il y a une tournée qui est prévue. Ah, c'est pas ici le manuel d'utilisation des machines à laver. Non, Sweetie, c'est pas là. Par contre, je me débrouille vachement bien en linge. Hein. C'est la machine à laver l'âme. Exactement. Si, alors c'est ici le. C'est là, mais par contre c'est en mode essorage chez nous. C'est-à-dire que nous on y va, on travaille, on expérimente, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? J'entends, je vois les morts. Ne répondez pas aux rageux. Ce mot me fait rire. Oui, mais si on a envie en fait, parce qu'on les voit passer et aller regarder une petite série, les gens qui veulent qu'on réponde absolument à leurs questions on va sous le juste soleil ou je sais pas sur quoi. sur les gens positifs. Mais évidemment. Et puis Alors attendez, je te kiffe, c'est gentil. on peut être réincarné sur notre planète. Alors, c'est exactement le genre de choses qui arrivent dans le spectacle, et chaque fois, je ne sais pas trop comment gérer. Ouais. Moi, je gère que la Terre et les humains. Faut se limiter quand même. Oui. Et pour ce qui est... Des fois, il y a des gens qui me racontent, dans leur vie antérieure, ils se retrouvent sur notre planète. Oui. Ça, je veux dire, je ne contredis pas le fait, mais je ne sais pas gérer. Donc, je ne connais pas la vie sur les autres planètes. J'ai une seule hantise, c'est qu'il n'y a la vie que sur Terre. Donc, ça me rassurerait qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes. J'ai fait un seul songe une fois, réellement, et je précise que moi aussi, je n'expérimente pas avec les gens les expériences sur d'autres planètes, etc. Parce qu'on me pose souvent la question, on pose aussi la question de l'ufologie, tout ça. J'étais réellement, je pense, chez les Atlantes. Hein. Et alors, je précise que j'ai, à l'époque... Ça, c'est pas une autre planète. C'est un autre continent, donc malgré tout. Mais par contre, j'étais dans un espèce de vaisseau qui avançait quand même. Voilà, je précise pour ceux qui me connaissent un peu que je ne conduis pas, que j'ai une sainte horreur de la voiture, que bon voilà. Donc en plus, c'était pas par goût d'aller dans un vaisseau ou d'avoir regardé Star Wars, parce que je vous assure que c'est vraiment pas mon truc. Et là, je me suis dit, c'est un rêve qui est empreint de souvenirs, de choses qui m'échappent totalement, quand même. Hein. Je voulais le dire. Donc, tu vois, il y avait un côté, c'était une cité vraiment très aquatique, mais avec des technologies que même nous ne possédons pas encore aujourd'hui, quand même. Comment peut-on connaître nos vies antérieures? C'est de ça dont on parle tout à l'heure. Tout à fait. J'en profite pour faire un petit coup de pub. 23 octobre. 20h. Olympia. Il reste plus beaucoup de place. Fabien Olicard, 200 places, il doit rester. Et avec Franqueur à la harpe, hein, quand même. Ah ouais, alors ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est pas juste une guidance par la voix. Il y a aussi Franqueur à la harpe. Et elle improvise en fonction de la salle. C'est-à-dire qu'elle se connecte à l'énergie de la salle. Et chaque spectacle est différent. D'ailleurs, chaque spectacle est différent pour une autre raison, c'est que j'ai aucune mémoire, donc je ne peux pas suivre un conducteur. Je sens la salle et je parle. Par contre, je suis guidé juste par des... Il y a plein d'images derrière. Puis il y a aussi des girafes qui arrivent, des danseurs, il y a des stripteaseurs. Mais tout ça, c'est une surprise. Je fais de la pole dance, bien sûr. Oui, c'est logique. Non, mais en tout cas, il y a Franqueur, elle a une voix extraordinaire. Et rien que pour elle et l'art, ça vaut le coup de venir. Mais déjà, ça vous aide. Ça aide à couper, en fait, de là où on vient, le stress de la journée. Ce que je voulais dire aussi pour répondre à la question comment connaître ses vies antérieures, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner où que vous alliez. Bernard, lui, il pose le postulat pendant le spectacle d'un thème et de ce qu'on va trouver. Moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. L'idée n'est pas de retrouver ses vies antérieures. L'idée est d'essayer de faire émerger une thématique problématique dans ce que vous vivez actuellement. Et ensuite, pour être beaucoup plus efficace, en fait, pardon, je vais essayer de prendre la métaphore que j'utilise tout le temps et qui pour moi est la plus parlante. Vous allez dans une bibliothèque. Voilà, vous allez dans une bibliothèque sans rien apprendre spécialement de ce que vous venez chercher. Je vais prendre un livre au pif dans la bibliothèque, je vais l'ouvrir à une page au hasard, je vais lire 3 pages, je vais peut-être apprendre quelque chose sur Pythagore, sur Thalès, sur Platon ou sur Martine à la plage. Et je vais dire, oh chouette, j'ai appris quelque chose aujourd'hui sur Thalès, Martine à la plage, etc. Et vous allez repartir, certes riche d'une information, et vous allez me dire, super, qu'est-ce que j'en fais?
Après, vous allez différemment dans cette bibliothèque en disant « Aujourd'hui, j'ai un problème, je me suis toujours demandé pourquoi il y a un arc-en-ciel après une pluie et près d'un point d'eau, par exemple. » Et bien là, vous allez aller voir le bibliothécaire, qui en l'occurrence est soit l'hypnothérapeute, soit la médium et autres. Et avec cette requête, nous allons vous conduire telle étagère, tel livre et telle page. Et là, vous allez avoir directement une information précise qui va faire sens pour vous. Et donc, moi, ce qui m'agace littéralement, c'est quand on va juste expérimenter vous savez que les hypnothérapeutes, on appelle ça l'anamnèse, en fait. Poser la problématique d'un patient, c'est poser l'anamnèse ensemble. Et c'est pas juste voir... L'anamnèse, c'est l'histoire. Exact. Et c'est l'intention. En fait, en spiritualité, c'est la demande d'intention. Pourquoi, par exemple, est-ce que je tombe toujours sur des femmes infidèles ou sur des hommes qui me spolient? Pourquoi est-ce que dans ma société, je suis toujours illégitime? C'est pas possible. On oublie mon nom, on rature au syndic. Et donc, en fait, c'est ça. C'est ce que vous allez poser avant de partir en hypnose. C'est de poser une thématique précise. Et là, on va vous amener directement dans la vie qui va correspondre peut-être déjà de façon énergétique, traumatique, émotionnelle à ce que vous vivez et revivez et revivez. Et là, ça a tout son intérêt d'aller et de connaître ses vies antérieures. Et donc, toi, tu le poses dans le spectacle d'entrée de jeu, c'est-à-dire que où tu la suggères, où tu poses déjà le cadre, on va aller voir telle chose, ou bien tu laisses aux gens le loisir de choisir leur thématique, mais c'est déjà ce qu'il faut faire le mieux pour être efficace, petit 2, obtenir des réponses qui vont résonner, et donc petit 3, pouvoir avancer sur soi. Je voulais le dire parce que à chaque fois, on a l'impression, même si tu utilises le mot tourisme, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'on pose un cadre et une intention. Non mais c'est vrai, parce que... Je ne peux pas dire mieux. Mais non, mais c'est vrai, parce que sinon on est sur voyons bien ce que j'ai été. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, Raoul, de savoir que que vous ayez été un sans-culotte à la Révolution et que vous ayez décapité quelqu'un. Non, ça peut être intéressant quand même. Oui, mais si tu vas juste y aller sans savoir quoi choisir, parce que finalement, en y allant sans savoir quoi choisir... C'est pour ça qu'on est complémentaires. Ouais. Toi, tu as une fonction thérapeutique, moi j'ai une fonction touristique. Oui, mais qui est préparatoire au thérapeutique. Oui, voilà, les deux parce que si on n'a pas expérimenté de l'intérieur ce genre de vécu, les gens se disent que c'est que ce truc. Non, mais c'est vrai. Et donc, ça permet d'aller... Et puis, de toute façon, ça vous permet aussi de déployer votre état modifié de conscience. 19h08, on a encore 2-3 questions. Je veux juste préciser une chose. Il y a le truc de l'empreinte de l'ange. À savoir, je crois que c'est dans la Bible, on dit, juste avant que tu naisses, voilà, la gouttière, c'est l'ange qui arrive et qui dit « oublie tes vies antérieures ». Exactement. Donc, ça veut dire et Platon le dit mieux encore. Il y a une fonction d'oubli nécessaire pour arriver à être serein. Absolument. Parce que, en effet, c'est un peu délicat, c'est pour ça que ça peut être... déjà, vous êtes emmerdé avec tous vos problèmes d'enfance. Si vous rajoutez les problèmes des vies antérieures, c'est comme si vous avez un sac à dos avec des cailloux, vous rajoutez des cailloux de tous les traumatismes des vies passées. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde se rappelle de ses vies antérieures. Et moi, je suis partisan d'aller voir que les vies sympas et pour faire du tourisme, c'est pour ça que je reviens à ce terme, que j'assume. Et surtout pas aller voir les traumatismes, parce que le traumatisme, c'est Anne qui s'occupe de gérer le traumatisme. Oui. Moi, je fais le tourisme. Mais l'un n'est pas... Ils sont complémentaires. Ouais, ils sont complémentaires pour moi. De ce que j'ai vu, où il m'a semblé voir des vies antérieures, la plupart des vies antérieures sont beaucoup moins sympas que cette vie-ci. Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est qu'avant, déjà, les gens, ils avaient une espérance de vie beaucoup plus réduite. Oui. Au Moyen-Âge, c'était de l'ordre de 40 ans. La moyenne. 35, oui. Voilà. Donc et les gens, il y avait la peste, il y avait les guerres, il y avait l'hygiène, il y avait la médecine qui fonctionnait, en fait, de ce que j'ai vu. Les dents. Ah oui, la dentisterie, c'est à la pince. Mon Dieu. Et alors, moi, je me rappelle quand ce qui m'a semblé voir sur les marchés, je mets toujours des bémols, parce que je suis co-romancier, c'est que non seulement il n'y avait pas d'anesthésie, mais ça se faisait sur le marché. Oui. Et il y avait une sorte d'estrade. Oui, c'était un spectacle. Et les gens venaient, ils faisaient la queue. Et la personne qui faisait ça, c'était le barbier, qui faisait aussi des opérations chirurgicales sans anesthésie. Le type était attaché pour pas qu'il se débatte. On donnait parfois de l'alcool, c'était de l'agnole. Et quand il hurlait trop fort,
on le bâillonnait, et les gens faisaient la queue pour ça. Et d'ailleurs, souvent, le barbier terminait par un petit rasage, en plus de l'opération. J'ai vécu ça. Je coiffure. raconte ça dans mon livre sur les signes. J'ai vécu ça. J'ai vécu la réminiscence d'un moment où je me fais charcuter et que ça... Ouais, voilà. C'est horrible. Et je pense que je suis en Il n'y avait pas que les barbiers. Alors les barbiers, pourquoi? Parce qu'ils ont des rasoirs qui permettent de faire les opérations. D'ailleurs, le rasoir n'est pas forcément nettoyé parce qu'ils n'avaient pas compris le principe. La sepsie. Et il y avait sinon les bûcherons qui faisaient ça. Et les bûcherons parce qu'ils avaient les meilleures scies. Et quand il fallait amputer, et on amputait beaucoup. Et je me rappelle quand je me promenais dans les villages, notamment au Moyen-Âge, le nombre d'estropiés qu'il y avait. Ouais. Parce que nous, mine de rien, on ne voit pas des culs de jade partout. Mais là, il y avait beaucoup de gens très abîmés. Bah, c'était la solution ultime, quoi. Et donc, on leur coupait les jambes à la scie, et il fallait des scies qui fonctionnent bien, et c'était les bûcherons qui faisaient ça. Mais l'élément que j'avais pas, c'était où ça se passait. Ça se passait pas en cabinet fermé, ça se passait sur la place du village. Et d'ailleurs, il y avait un truc très important, c'est les marchés. Le marché, c'était le moment où il se passait enfin des tas. Mais dans les marchés, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des spectacles, il y avait des jongleurs, il y avait des spectacles de marionnettes. Il y avait les battleurs qu'on trouve dans le tarot de Marseille qui vendaient des potions magiques. Et voilà, bien sûr, c'était les deux, c'était pareil. Et tout le monde attendait le marché. Et la plupart des vies aussi, de ce que j'ai perçu, on se fait chier. On se fait chier parce qu'il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone. Les jours se ressemblent. Bah, faut bouffer, faut trouver à bouffer. Mais à bouffer, on mange tous les jours pareil. Il n'y a pas d'Indien, il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas de restaurant japonais. Il n'y a pas Uber Eats. Et ce que mangeaient les gens, de ce qui m'a semblé, c'est de la soupe. Et la soupe dans laquelle, selon les moyens, on rajoute des légumes, ou des bouts de lardon, ou ce qu'on arrive, ou bon, pour les plus pauvres. Ou les pattes du chat. Et voilà, des rats qui traînaient. Et ça donne un petit goût qui est le goût de la maison. C'est pour ça qu'on appelle ça prendre la crémaillère. C'est le moment où on accroche la marmite. Et en fait, la marmite, elle bouillait tout le temps. Et on la nettoyait jamais. C'était le goût de la maison. Et il rajoutait des morceaux de pain. Et donc le principe, c'est qu'on prenait du pain, on mettait de l'eau dans la marmite avec ce qu'on pouvait, et on sortait ça. Et donc tous les jours, on bouffait la même chose avec le même goût. Prenez, en dehors de la joie d'avoir l'anesthésie quand on va chez le dentiste et quand on se fait opérer, prenez conscience que vous avez la chance de pouvoir manger des pizzas, manger des sushis, aller dans des restaurants. Et au-delà de ça, de s'interroger sur le sens qu'on donne à sa vie. Parce que quand tu as 35 ans d'espérance de vie, que tu dois combattre pour rester en bonne santé, bouffer et assurer ta descendance, bah ta mission de vie, elle est vite remplie, j'ai envie de te dire, parce que ça prend toutes tes journées. Aujourd'hui, on est quand on dit l'ère du Verseau, c'est pas que, voilà, c'est aussi une ère spirituelle où on se demande ce qu'on vient faire exactement. En fait, il y a aussi qu'est-ce que je peux faire maintenant que et encore, il y a certains pays, encore aujourd'hui, tristement, où on se bat pour manger, pour survivre et pour avoir les droits que nous avons aujourd'hui. Il y a encore des missions comme celle-là, mais on a aussi la chance de pouvoir s'interroger sur le sens de sa vie, sur ce qu'on veut faire. Alors, justement, à propos de ce qu'on veut faire, je vois Valérie Join, que je salue, qui est une de mes cousines. Ah, d'accord. Dit bon appétit. Je me suis dit, waouh, il l'a vachement bien. Non, c'est la famille. Il y a aussi des gens de la famille qui arrivent. C'est bien. Bah écoute. C'est plus sur le Facebook, je crois. Oui, de ta famille, forcément. Je pense qu'ils l'ont pas, mon Insta, en l'occurrence. Hein. Et je crois qu'on va mettre fin pour qu'il y ait une petite frustration. Je voudrais juste rappeler. Ouais. Ah oui, mais d'abord il a été réédité, c'est ça que je voulais dire, parce qu'il était grave en rupture et il est reparti, il a repris son rythme de croisière. Merci pour l'accueil que vous lui faites partout, parce que réellement c'est très touchant. Valse des âmes, 25 septembre il est sorti les gars, donc ben voilà. Merci, je vois que le livre est déjà sur... Il est déjà chez vous? Non, sur les listes Amazon, et c'est le seul critère qu'on a. Ouais, on a rien nous. C'est vrai que pour suivre les ventes... Et le spectacle, le 23 octobre, il doit rester 200 places à peu près. Je vais mettre le lien en story, tu vas me l'envoyer Bernard pour la billetterie. C'est ça, tu as le lien pour la billetterie pour pouvoir réserver... Et moi je voudrais te remercier Anne pour m'avoir invité ici. Bah, t'es comme chez toi, on est un peu voisins en plus. Hein. Ah oui. Là, c'est pas comme. Oui, je vais le mettre. Je l'avais mis derrière la labradorite. Labradorite qui protège des émotions et des énergies noires. Bon, c'est la pierre anti-con, hein, la labradorite. Je vous la conseille sur les journées un peu tristounates. Toi, tu fais beaucoup de pierres. Elle m'a offert une pierre, on l'a déjà dit. Oui, alors tu l'as. J'ai mis à côté de mon lit. Ouais, je la trouve magnifique.
Et en plus, alors, elle accroît la créativité. Alors, du coup, à côté de ton lit, c'est moyen parce que. Vous me mettez sur mon bureau? Bah oui, parce que si tu te couches et que ça accroît, il y a des pierres qu'on met pas forcément. Mais j'ai pas peur d'avoir plus de créativité. Oui, mais du coup, tu dors jamais. Ouais, parce qu'il faut avoir la créativité au bon moment, si tu veux. Si tu l'as de plomb du mat et que tu étais censé rentrer dans ton sommeil, c'est un peu moins bien. Ouais. Bon. C'est la sélénite, c'est la pierre des anges qu'on met dans sa chambre. Et les pierres de ouais. On vous dira ça. En discuter. Exactement. On va vous laisser. Merci d'être. Je mets en replay, vous inquiétez pas. Oui, pensez. Vous inquiétez pas. Dès que c'est terminé, je le repartage pour que vous puissiez à votre tour le repartager, le mettre en replay. Donc vous inquiétez pas de ça. Ça y est, je maîtrise le petit bouton. Je vous embrasse. Moi aussi. Babylone. Si réincarnation, quand est-ce que ça se termine et il y a quoi à la fin? Bon, alors ça c'est dans le bouquin. Oui, voilà, là il faut que vous suiviez. Déjà, comment dit-on, chaque jour suffit sa peine. Sa peine. Et chaque vie suffit ses petits efforts pour faire bien. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans une vie, vous allez faire de votre mieux. Oui. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous allez revenir. C'est ça le truc en fait. Est-ce que ça réconforte les gens de retourner dans ce bourbier là? Non, c'est pas un bourbier. C'est juste votre âme a choisi une mission. C'est un point commun sur lequel on est d'accord. Maintenant, il y a des vies où vous allez avancer très vite dans votre mission, et il y a des vies où, pour rien, c'est-à-dire peut-être des vies où vous allez être satisfait, mais en fait vous n'avez pas avancé. Et par moi, il y a des vies éprouvantes. Il y a des vies confortables, mais un peu. Vous avancez pas, et il y a des vies éprouvantes dans lesquelles vous allez avancer vite. Donc c'est pour ça que peut-être posez-vous la question, à la limite, si j'ai des problèmes, c'est peut-être pour que je comprenne quelque chose. Et c'est quoi le signe? C'est jamais dans le succès qu'on apprend, hein. Oh, si, j'en apprends un peu quand même. Oui, bah, on apprend à distinguer ceux qui se perdent dans les méandres peut-être de leur ego et bon bref, mais oui, c'est dans l'épreuve qu'on expérimente, hein. C'est le samsara en fait, hein. C'est le samsara des bouddhistes. Je te fais des bisous, Bernard. Ouais, je te fais un bisou. C'est mon voisin. Merci d'avoir organisé tu reviens quand tu veux et ouais, bah déjà non, c'est moi qui vais venir le 23 octobre à l'Olympia déjà. Bah oui, hein. Merci à toi. Vous y serez dans les rangs parce que moi j'y serai et on va aller. Habillez-vous confort en fait. Non mais c'est important. Mettez pas des collants jupes pour les filles. Mettez-vous en confort puisque on se met en état modifié de conscience. Donc si on est serré, si on n'est pas bien dans ses fringues, c'est déjà pas terrible. Je voulais vous le dire parce que ou enlever les chaussures. Non mais on enlève tous les chaussures dans le spectacle. Voilà. Donc prenez bien une douche aussi. Et des chaussettes propres. Gros bisous tout le monde. Et merci beaucoup. Attendez, j'essaie de pas faire de bêtises pour arrêter ce live que je ne sais pas arrêter. Tiens, Anne-Sébelle, bonjour.